La Jamaïque est une île de 11 000 km². Là, sous les champs et les maisons, dans de sombres terriers, des milliers de mangoustes se sont installés. Autrefois, des gens les avaient fait venir, mais ils ont été horrifiés en réalisant qui ils avaient appelé à l'aide. Ne regardez pas en bas. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Pendant des siècles, la canne à sucre était au cœur de l'économie caribéenne. Au XVIIIe, XIXe et XXe siècle, les îles étaient couvertes de champs verts et résonnaient du bruit des sucreries, transformant la canne en or sucré. Bref, c'était idyllique. Mais comme souvent, le rêve s'est transformé en cauchemar. Sur ces petites îles, il y avait très peu de prédateurs et avec les navires de fret sont arrivés des rats noirs et bruns, accrochés aux tonneaux, cachés dans les sacs, courant sur les ponts, et une fois à terre, ils se sont retrouvés dans un nouveau monde où rien se dressait sur leur chemin. Les champs de canne à sucre étaient un festin sans fin pour les rats. Ils rongeaient les tiges à la base et des rangées entières s'effondraient sous leur propre poids. La récolte était ruinée. Quelques morsures suffisaient et la plante commençait à pourrir de l'intérieur. Le jus tournait, la teneur en sucre chutait et les profits se transformaient en pertes et en produits gâchés. Voici l'impact des rats sur un champ de canne à sucre de nos jours. À l'époque, la situation était la même, mais il était plus difficile d'en avoir une vue d'ensemble. Bref, les pertes étaient catastrophiques. Les propriétaires terriens se sont demandé comment arrêter ces hordes d'envahisseurs bruns et noirs, et ils ont opté pour une solution désespérée, introduire des prédateurs non indigènes. Des prédateurs qui devaient restaurer l'ordre sur les plantations. Les propriétaires cherchaient le chasseur de rats parfait. Ils avaient besoin d'une créature qui résoudrait le problème une fois pour toutes, qui anéantirait les nuisibles tout en coûtant peu et en survivant seul. Mais l'animal idéal était introuvable. Ils ont essayé toutes sortes de créatures. Furets, belettes, hermines ont été amenées sur les îles, et même grenouilles et fourmis. Un propriétaire ingénieux, Anthony Davis, a fait venir des crapauds de la Barbade. Là-bas, on disait qu'ils chassaient les jeunes rats. Mais en Jamaïque, les choses se sont mal passées. Les crapauds se régalaient d'œufs de poule et ils ont vite constitué un nouveau casse-tête pour les planteurs. Autre exemple, Sir Stamford Raffles. Il a introduit la fourmi Formica omnivora de Cuba en Jamaïque. L'idée semblait prometteuse jusqu'à ce qu'on découvre que ces fourmis anéantissaient les petits de presque tous les oiseaux et mammifères. Heureusement, elles ne se sont jamais répandues. Pendant ce temps, les rats prenaient le contrôle des îles. Les champs engrouillaient et chaque année, la situation devenait de plus en plus alarmante. Les plantations sucrières britanniques étaient suspendues à un fil. Selon certaines estimations, dans les années 1870, un cinquième de la production ne pouvait pas être traité et finissait dans la gueule des rongeurs. Qui plus est, les rats ne faisaient pas que ronger les récoltes, ils avaient construit tout un monde souterrain en dessous. L'herbe couchée constituait une cachette parfaite. Sous cette couverture moelleuse, les rats creusaient des terriers et se déplaçaient en sécurité. La nuit, des millions de rongeurs sortaient à la surface. Ils couraient à travers les champs, rongeaient la canne à sucre, ruinant les récoltes, et le jour, ils se retiraient sous terre dans des endroits impossibles à atteindre. Dans les tunnels sombres, de nouveaux rats naissaient et les populations augmentaient de plus en plus vite. Dans chaque trou, on pouvait voir des dizaines d'yeux brillants. La vie fourmillait sous les racines des plantes et ni les pièges ni les appâts empoisonnés n'étaient efficaces. Pour combattre les rats, il fallait un prédateur capable de pénétrer dans ces terriers. Finalement, après de nombreux échecs, une solution a été trouvée. À la fin du 19e siècle, la petite mangouste indienne a été introduite aux Caraïbes. Elle devait être la chasseuse parfaite, capable de gérer le désastre. Je sais, c'était l'une des introductions d'un mammifère prédateur les plus exhaustives jamais vues. En 1872, le propriétaire terrien jamaïcain William Bancroft Esput a entrepris de changer le destin des îles. Il a été le premier à relâcher des mangoustes dans la nature. Sa décision ne venait pas de nulle part. Esput avait discuté du problème avec sa femme, Bessie Adela Janet Esput. Elle s'était souvenue d'une histoire. Quelques années plus tôt, alors qu'elle était à Ceylan avec son père, le colonel Harmit du génie royal, elle avait eu une petite mangouste comme animal de compagnie.
À l'époque, Bessie avait pu constater avec quelle facilité le petit prédateur se débarrassait des rats. Elle avait donc suggéré à son mari de faire la même chose en Jamaïque. Et c'est ce qui a eu lieu. En février 1872, un premier groupe est arrivé à la plantation Esput, 4 mâles et 5 femelles amenés de Calcutta. C'était un pari aussi incertain que les échecs précédents. Mais les résultats ont surpris tout le monde. Les animaux se sont multipliés et après quelques mois, le nombre de rats avait chuté. 6 mois plus tard, Esput l'affirmait, il y avait des preuves claires, indéniables, que la menace avait décru. Ainsi, la demande a explosé et une par une, les propriétés voisines ont rapporté la même chose, les récoltes ne disparaissaient plus sous la dent des rongeurs. 10 ans plus tard, les petits prédateurs s'étaient répandus partout en Jamaïque. On ne les voyait pas seulement dans les maisons et sur les plantations, mais aussi dans les montagnes, jusqu'à 1500 mètres d'altitude. À l'époque, on estimait que les mangoustes évitaient aux producteurs 150 000 livres sterling de pertes annuelles ou 25,5 millions d'euros au cours actuel. Ce succès a fait des émules. De Jamaïque, d'autres mangoustes ont été expédiés vers plus de 30 îles et pays de la région. En 1900, les petits animaux s'étaient installés sur toutes les grandes îles des Antilles, de Cuba et Hispaniola à Porto Rico, Sainte-Croix et les îles Vierges américaines. Partout, elles se montraient efficaces, réduisant fortement les dégâts causés par les rats. En quelques dizaines d'années, les mangoustes étaient devenus des éléments du paysage. Elles étaient partout, dans les champs, sur les plantations, près des maisons et même dans les forêts éloignées sur les sommets. Au début, tout semblait indiquer que le problème avait été résolu. En 1882, 3 ans après l'arrivée des mangoustes, Esput écrivait qu'il se sentait soulagé et que sa plantation était presque à l'abri des rongeurs. Les pertes dues aux rats étaient devenues négligeables. En Jamaïque, le sucre, le cacao et le café pouvaient à nouveau être cultivés sans crainte. De plus, le déclin de la population de rats ouvrait la voie à de nouvelles cultures. Tout était parfait. Mais quelques années plus tard, tout a changé. En 1888, Esput notait la chose suivante. La mangouste avait été une bonne amie des planteurs, mais avec le temps, elle était devenue capricieuse et mangeait moins de rats. C'est alors qu'il a compris son erreur. Leur introduction s'était appuyée sur l'observation d'animaux apprivoisés qui vivaient dans une maison. Rien à voir avec le comportement des mangoustes dans la nature. De plus, les rats noirs s'étaient révélés plus intelligents que prévu. Leur mode de vie partiellement arboricole et leurs habitudes nocturnes faisaient qu'ils croisaient rarement le chemin des mangoustes, lesquelles étaient terrestres et chassaient le jour. Ainsi, quand les mangoustes étaient peu nombreuses et qu'il y avait des rats partout, elles s'attaquaient à eux. Mais à mesure que le nombre de mangoustes augmentait et que les rats devenaient moins communs, leur régime a changé. Elles ont commencé à se régaler de tout ce qu'elles pouvaient trouver sur l'île. Et elles ont perdu leur statut de sauveuses. Leurs bonnes actions ont vite été oubliées en raison du problème qui a suivi, les dégâts que les mangoustes occasionnaient à la faune jamaïcaine. Les îles ont recommencé à changer, mais dans le mauvais sens. Imaginez que vous pénétrez dans une forêt et réalisez soudain qu'elle est vide. Les oiseaux ne chantent plus, leur gazouillis n'anime pas la cime des arbres. Aucune grenouille ne coasse dans les étangs et les flaques, alors que leur cœur résonnait pendant la nuit. Là où la vie prospérait, il n'y a plus qu'un silence pesant. Au début, les gens étaient perplexes et ils cherchaient des réponses au mauvais endroit. Mais finalement, nier la réalité est devenu inutile, les mangoustes étaient à blâmer. Au début du XXe siècle, tout est devenu clair. Ces prédateurs, introduits avec de bonnes intentions, avaient bouleversé les îles. Dans beaucoup de zones, on observait le déclin, voire la disparition des oiseaux, mammifères, serpents, lézards et grenouilles indigènes. Ça correspondait à l'arrivée des mangoustes, le lien était donc impossible à ignorer. Les populations de reptiles endémiques ont le plus souffert. Les iguanes, autrefois communs, ont vu leur population chuter. L'iguane terrestre a disparu de l'île de Sainte-Croix en 1962. Les oiseaux nichant au sol, les iguanes des rochers et les petits mammifères comme les hutias et les solénodontes ont été durement touchés. Les serpents ont presque disparu des îles où les mangoustes ont été introduites et ne survivent plus que sur des parcelles de terre éloignées du rivage. Sur Sainte-Croix, une espèce de serpent a disparu. Sans compter le déclin des populations d'oiseaux terrestres et d'agoutis, ainsi que d'amphibiens et de reptiles à travers les Caraïbes. Les taux de prédation étaient élevés pour les nids de tortues marines et les oiseaux de mer.
On a même vu une mangouste attaquer un oisillon de perroquet amazone de Porto Rico, une espèce en danger d'extinction. Évidemment, dès que la lutte contre les rats a cessé d'être efficace et que l'ampleur des dégâts est devenue claire, l'attitude des gens a changé. Les mangoustes ont commencé à être vues comme des nuisibles. Mais les dégâts causés par les mangoustes ne se sont pas fait sentir que dans la nature. En effet, l'agriculture en souffrait aussi. Les prédateurs qui devaient sauver les récoltes chassaient bétail et volailles, mangeaient les fruits et grignotaient même les cannes à sucre. Dès 1893, des rapports affirmaient que la mangouste jamaïcaine tuait les jeunes cochons, chevreaux, agneaux, chatons, chiots, volailles et le gibier. Bref, le remède contre les rats s'était transformé en une menace pour les fermiers. La mangouste s'était répandue et étant omnivore, elle dévorait tout ce qui croisait son chemin. Dans leur Inde natale, les mangoustes côtoyaient plusieurs dizaines d'autres prédateurs, des chacals et blaireaux aux tigres. Là-bas, elles faisaient partie d'un système équilibré. Mais sur les îles des Caraïbes et à Hawaï, c'était différent. L'habitat ne comprenait aucun mammifère prédateur et les mangoustes ont pu en prendre le contrôle. En simplifiant l'équation, ça donne ça. Prédateur adaptable plus proie naïve, moins compétition égale désastre écosystémique. La petite mangouste indienne possédait toutes ces caractéristiques. Polyvalente, flexible, elle pouvait vivre n'importe où, plaine, forêt, terres agricoles et même dans les villes. Elle mangeait de tout, invertébrés, lézards, oiseaux, petits mammifères, graines. Des études modernes montrent que 93% de ces proies étaient des invertébrés et lézards. Pour les écosystèmes insulaires qui étaient spécialisés et étroits, cet animal versatile était une vraie menace. Et au fait, les plaintes selon lesquelles les mangoustes étaient devenues capricieuses et ne mangeaient plus autant de rats étaient justifiées. C'est logique, pourquoi risquer d'aller sous terre où les rats mordent pour se défendre quand on peut trouver des œufs dans un nid ou attraper un lézard inoffensif? Les espèces locales se sont révélées être des proies bien plus faciles que les rats et les mangoustes ont décidé d'aller au plus simple. Dans les années 1890, les naturalistes britanniques et les administrateurs coloniaux avaient conscience des conséquences de l'invasion de mangoustes. Dans les années qui ont suivi, des zoologistes et ornithologues nord-américains sont venus en Jamaïque. Ils ont tous remarqué la même chose, les îles se vidaient. Quand le Muséum de zoologie comparée de Cambridge, Massachusetts, a dressé une liste des oiseaux de Jamaïque en 1920, il s'est avéré que beaucoup d'espèces avaient disparu. En fait, quand ils ont introduit les mangoustes, les producteurs pensaient seulement aux rats. Personne n'a consulté de biologistes ou d'écologues, et pour tout dire, à l'époque, ils n'avaient pas le temps de le faire. Ils voulaient régler le problème, et ils ont essayé de le faire eux-mêmes. Mais la nature destructrice de la mangouste est vite devenue claire. En 1899, quand on a découvert que des planteurs de cacao avaient introduit des mangoustes sur l'île de la Trinité, le gouvernement colonial a interdit toute importation supplémentaire. Malheureusement, le mal avait déjà été fait. L'impact de l'introduction des mangoustes en Jamaïque ne s'est pas limité à la disparition des oiseaux et des reptiles. Ces prédateurs d'insectes ayant disparu, bientôt un nouveau problème a frappé l'île, les tiques. Au début, les gens ont pris ça à la légère. En 1891, lors d'une réunion de l'Institut de Jamaïque, le docteur James Philippo s'est plaint de l'abominable tique, ce qui a fait rire l'audience. Il disait qu'encore récemment, il était possible de s'allonger dans l'herbe, mais que désormais, se promener sans ramasser des parasites était devenu impossible. Il a aussi dit en plaisantant que s'il fallait un jour relâcher un animal pour contrôler les tiques, il espérait que ça ne se passerait pas comme avec les mangoustes. Mais quelques années plus tard, les habitants ne riaient plus du tout. En 1896, un jeune Britannique nommé Henry Hesketh Bell est arrivé en Jamaïque. Dans sa chambre, il a découvert un bol d'huile et une plume. Au début, il pensait que c'était une coutume locale, mais les hôtes lui ont expliqué la chose. L'huile était destinée à enlever les tiques qui infestaient l'île. De nombreuses personnes souffraient du désastre écologique qui touchait la Jamaïque. Les colons pensaient que l'épidémie avait été déclenchée par la disparition des oiseaux et des reptiles mangeurs d'insectes à cause des mangoustes. Les hauts fonctionnaires britanniques, cependant, affirmaient que les tiques attaquaient les mangoustes, réduisant leur nombre et restaurant l'équilibre naturel. Plus tard, les chercheurs ont commencé à douter de cette explication.
L'historien Holmes a souligné que l'augmentation du nombre de tiques était due au développement de l'élevage. Le bétail était leur principal porteur et terrain de reproduction. Et cette idée de nature qui arrange tout relevait de la stratégie. Ça permettait d'excuser les erreurs des dirigeants coloniaux et des planteurs. Enfin, c'est toujours la même histoire. Aucun équilibre n'a été atteint. Les tiques sont restées, de même que les mangoustes. Une bonne illustration de la façon dont une erreur peut mener à une autre. Au fait, en l'absence d'animaux mangeurs d'insectes, non seulement les tiques se sont multipliées, mais aussi les chenilles. William Fawcett, directeur du département des jardins et plantations de Jamaïque, a signalé une invasion de chenilles en 1896. Des centaines d'hectares de plantations ont été détruits, et les choses n'ont fait qu'empirer. Sérieusement, depuis les années 1950, les mangoustes sont les principales porteuses de la rage sur les îles des Caraïbes. Au début, la maladie est arrivée dans la région via des animaux domestiques, mais à la fin des années 60, la vaccination avait presque éliminé la menace parmi les chiens et chats. La victoire était proche. Mais les mangoustes sont arrivées. Depuis, elles constituent la cause principale des cas de rage observés dans la région. Depuis les années 2000, le virus circulait régulièrement dans les populations de mangoustes à Antigua, Cuba, Grenade, Hispaniola et Porto Rico. À Porto Rico, la situation était particulièrement mauvaise. Là-bas, durant un quart de siècle, 70 à 80% des cas de rage étaient imputables aux mangoustes. La plupart des infections au sein du bétail étaient aussi liées à leurs morsures. Enfin, le nombre de cas détectés chez les mangoustes augmentait chaque année. Et le danger affectait aussi les humains. Dans le parc national de Porto Rico, qui attire des milliers de touristes, les mangoustes se promènent librement dans les aires de pique-nique. Les attaques d'animaux malades sur des visiteurs sont un problème récurrent. Aujourd'hui à Porto Rico, Grenade et Cuba, la petite mangouste indienne est le principal porteur du virus. Or, la maladie, dès l'apparition des symptômes, est mortelle. Conséquence, la réputation de la mangouste a bien changé. De sauveuse des plantations, elle est devenue nuisible et aujourd'hui les gens parlent de son rôle destructeur. L'Union internationale pour la conservation de la nature a classé la mangouste parmi les 100 espèces invasives les plus dangereuses de la planète. Et c'est mérité. Ce prédateur omnivore est une menace pour presque toutes les espèces terrestres des Caraïbes qui sont en danger d'extinction. Alors, quand l'ampleur du désastre est devenue claire, les autorités ont essayé de corriger leur erreur. En 1898, le gouvernement jamaïcain discutait déjà des moyens de réduire la population de mangoustes. En 1902, un système de primes a été lancé à la Trinité et 3 ans plus tard, le gouverneur Hodgson a adopté une loi encourageant le meurtre de ses prédateurs. Une prime de 3 pence récompensait chaque abattage. Dès lors, les colonies ont changé de point de vue, il fallait désormais qu'il n'y ait plus la moindre mangouste. Mais s'en débarrasser s'est révélé impossible. Une seule campagne de contrôle à grande échelle a été menée sur la minuscule île de Buck Island au large de Sainte-Croix. Pendant plusieurs semaines, on y a attrapé des mangoustes et on a bien cru pouvoir les éliminer complètement. Mais dès que le piégeage a pris fin, les petites créatures sont revenues. Même chose à Porto Rico. Pendant les années 2000, on piégeait les mangoustes dans les sites touristiques de la forêt nationale caribéenne. Mais on ignore si ça a vraiment permis de diminuer leur population totale. À la fin du XXe siècle, des méthodes plus radicales sont apparues. Au début des années 1980, le gouvernement cubain a lancé un programme de contrôle sans précédent. Plus d'1 million d'œufs traités à la strychnine ont été éparpillés à travers le pays. Chaque jour, 500 personnes dans chaque ville allaient déposer des œufs dans la nature. Mais malgré l'échelle du programme, il n'a pas marché. La population de mangoustes est restée stable. Plus tôt, dans les années 1970, Grenade avait adopté une approche différente. Là-bas, 840 000 appâts contenant du fluoroacétate de sodium ont été placés dans des zones où la rage était répandue. Les premiers rapports disaient que le nombre de mangoustes avait baissé, mais 6 mois plus tard, le piégeage a montré le contraire, les populations avaient retrouvé leur niveau d'origine. Mais tout n'est pas si simple. Bien que les mangoustes aient joué un rôle dans le déclin de nombreuses espèces, la plupart des preuves sont circonstancielles. Elles n'ont sans doute été qu'un facteur parmi d'autres et beaucoup d'espèces étaient déjà sur le point de disparaître avant l'arrivée des mangoustes.
Les premiers rapports alarmants sur leurs effets nuisibles sont venus d'Espot. Il a écrit qu'après l'apparition des mangoustes, le nombre d'oiseaux terrestres et de reptiles a chuté, mais ce n'était rien à côté de l'impact des rats et des serpents. De plus, il y a eu très peu d'études d'écosystèmes entiers. Pourquoi se donner cette peine alors qu'on pouvait se contenter de blâmer un seul prédateur? Comme le biologiste Hoagland l'a souligné, chaque île est unique, et les interactions entre espèces varient. Le cas des mangoustes est trop complexe pour être expliqué par un simple diagramme. Il y a encore d'autres explications. Par exemple, beaucoup d'oiseaux insulaires ont souffert de maladies transmises par les moustiques que les humains ont aussi introduits. Ça aurait pu suffire à causer leur disparition. Quant à la chute du nombre de lézards, les arguments accusant les mangoustes sont d'ordre indirect. Globalement, on n'a pas assez de données pour tirer une conclusion certaine. Pourtant, les gens n'ont pas renoncé à se débarrasser des mangoustes. Partout dans le monde, plus de 60 îles sont devenues le foyer de ces prédateurs, et sur 6 d'entre elles seulement, il a été possible de les éliminer. Par exemple, en Amérique du Nord, alors que certains des premiers individus se sont installés en Floride, sur Dodge Island, les petites bêtes n'ont pas réussi à s'établir. Aujourd'hui, on trouve des mangoustes sur 33 îles des Caraïbes, et sur beaucoup d'entre elles, il n'y a aucun contrôle. Tenter de les éliminer revient à chasser des fantômes. Dans les années 70, les services de la pêche et de la faune des îles Vierges ont réussi à éliminer la population de l'île de Leduc Island à l'aide de pièges Tomahawk et d'appâts. Dans les années 80, c'était au tour de Buck Island, mais il a fallu 2 tentatives pour y parvenir. Depuis, il n'y a plus de mangoustes, mais de telles victoires sont rares. Des campagnes ont aussi été menées dans les territoires français. Sur l'îlet à Fajou, on a fait appel à des pièges et peut-être à l'empoisonnement indirect en tuant rats et souris avec des appâts empoisonnés. Mais le plus souvent, le résultat était décevant. Les tentatives menées sur Piñeros à Porto Rico ont été un échec, ainsi que la première opération conduite sur Buck Island. À Porto Rico, la lutte continue. Les services forestiers américains consacrent chaque année 8 500 € à payer 2 employés pour poser des pièges et attraper ces animaux. La Jamaïque ne renonce pas non plus. En 1997, un groupe de défense des iguanes a lancé une campagne dans les Hellshire Hills. Son objectif était d'empêcher la disparition du lézard terrestre le plus rare. Les membres du groupe posent des pièges tous les jours et jusqu'à présent, ils ont attrapé plus d'1 millier de mangoustes. Malgré ça, le succès du programme est relatif. Le programme coûte 340 € par mois par personne et les mangoustes n'ont pas disparu pour autant. En résumé, se débarrasser des mangoustes est sans doute impossible. Chaque effort entrepris se heurte à un problème majeur, ces animaux sont très résilients. Les éliminer n'a pas d'effet à long terme et même si on retire une population d'une zone, les animaux des régions voisines l'investissent. Les femelles gravides et allaitantes remplacent les pertes et en 2 mois à peine, la population a retrouvé son niveau. Une expérience l'a prouvé. En 6 jours, une équipe a euthanasié 91 mangoustes, 88% de la population sur une parcelle d'1 km². Ça semblait prometteur. Mais quelques jours après l'abattage, une migration a eu lieu en provenance des zones voisines. 7 semaines après, la population s'était rétablie. Plus tard, les chercheurs l'ont reconnu, ils avaient espéré que la population resterait basse pendant au moins quelques semaines, mais ça ne s'est pas produit. Autre problème, plus on abat de mangoustes, plus le risque de propagation de la rage augmente. Je sais, c'est contre-intuitif puisque c'est les mangoustes qui la transmettent, mais c'est pourtant le cas. Les biologistes craignent l'effet de perturbation qui a été observé en Europe chez les blaireaux, porteurs de la tuberculose bovine. Après l'abattage, la maladie n'a pas reculé, la situation a même empiré. La raison est un changement de comportement. L'abattage brise les liens sociaux et les hiérarchies, et les animaux restants se mettent à errer davantage, à former de nouveaux liens, à se battre et à interagir plus souvent. C'est particulièrement visible chez les espèces territoriales. Ainsi, les infections se propagent plus vite que dans une population stable. Le même scénario pourrait se reproduire dans les Caraïbes si on essayait d'éliminer les mangoustes. Conclusion, éliminer les mangoustes est presque impossible. Imaginez, comme je l'ai dit, il a fallu une équipe de 5 personnes travaillant à temps plein pour nettoyer une zone de moins d'1 km². Et ça leur a pris 6 jours.
Certes, en théorie, si on éliminait toutes les mangoustes de l'île, la population ne pourrait pas se reformer, mais sur une grande île, c'est purement théorique. Même les méthodes qui semblent universelles ne fonctionnent pas. Les appâts empoisonnés largués par avion se prennent dans la canopée et n'atteignent pas toujours le sol. De tels détails rendent l'éradication des mangoustes encore moins réaliste. Alors, les chercheurs étudient d'autres pistes. Puisqu'on ne peut pas contrôler les populations sur de vastes zones, on devrait se concentrer sur le danger principal, la rage. La vaccination orale est une solution possible. Elle peut par exemple être appliquée à de petites populations pour réduire la propagation. Les experts sont d'accord sur un point, il est impossible d'éradiquer ces prédateurs, car on s'y est pris trop tard. Ça aurait pu marcher au 19e siècle, mais il s'agit maintenant de limiter leur impact. En un sens, l'histoire des mangoustes rappelle celle des crapauds buffles en Australie. On peut pas s'en débarrasser, mais on peut minimiser les dégâts. Vous me devez un like. À plus.